Oui. Bonjour à toutes et à tous. Pour introduire cette avant-dernière séquence, mais la dernière table ronde, je vais non pas vous livrer une synthèse des échanges et des débats, synthèse d'ailleurs impossible, mais plutôt une sorte de rapport d'étonnement, essayant de relire ces 2 jours au regard des interrogations initiales proposées par Jean-Marc Hoffner en introduction à ce colloque comme cadre problématique. Mais avant de le faire, vous dire que cette table ronde va se dérouler en 2 séquences. La première, invitant des chercheurs que je présenterai tout à l'heure, qui observent et analysent les processus de métropolisation depuis longtemps. Je les inviterai à réagir à ce qu'ils ont entendu de ces 2 jours et de ce que je pourrais en rapporter, et à nous dire comment cela peut faire évoluer ou pas leur propre questionnement. La seconde séquence invitera des acteurs de la fabrique métropolitaine, élus et professionnels, que je présenterai tout à l'heure au début de la 2e séquence, à faire de même, et à nous dire comment ce qu'ils ont entendu peut faire évoluer leur action. D'emblée, hier, Richard Ferrand puis Jacqueline Gouraud ont souligné que les dynamiques territoriales débordent toujours des cadres institutionnels et que les métropoles sont au cœur des relations de coopération qui doivent solidariser les territoires. Jean-Marc Hoffner a, lui, indiqué que l'enjeu est bien celui d'élaborer de nouveaux récits métropolitains moins structurés par la doxa économique, appelant à considérer le processus de métropolisation comme une mise en réseau des territoires, ce qui suppose d'être en capacité de les décrire, de les qualifier, de qualifier aussi les modes de gouvernance et de mise en forme de ces relations. Première observation, celui du constat d'un déplacement du registre sémantique qui a tissé le fond de scène de ces 2 journées, qu'on se rappelle ici pour mémoire, le précédent colloque organisé par POPSU, colloque de métropole à peine sortie du giron de la loi MAPTAM, métropole qui était alors plutôt sûre d'elles, de leur rôle et, pourrait-on dire, de leur puissance. On est bien loin ici, on a été bien loin ici de ce registre sémantique de la compétition, de la concurrence, de l'excellence, de la nécessité d'accroître l'attractivité pour améliorer la place des métropoles françaises dans la concurrence internationale, loin des grands projets sémaphores ou emblèmes des métropoles, loin aussi des métropoles conçues d'abord comme des instruments au service de la croissance économique. L'enjeu pour les métropoles dans ces 2 jours a plutôt été d'être des métropoles plus inclusives, hospitalières, sobres, résilientes. Il s'est agi d'humaniser les métropoles pour celles et ceux qui l'habitent, d'une part, la rendre habitable, mais également l'humaniser pour ses voisins, à rebours de la métropole citadelle, surplombante, condescendante, égoïste, prédatrice. Il s'est agi d'apprécier ses qualités relationnelles, ses capacités relationnelles pour assumer l'exigence de coopération, de réciprocité, de complémentarité. Mais il s'est agi plus encore de la capacité réelle d'écoute par ces métropoles des citoyens dans leur diversité et même, pourrait-on dire, pour reprendre une expression entendue hier,
d'écoute des bruits sourds de la rue. Il a aussi été question d'apaisement, de respect comme préalable, respect des territoires périphériques, des territoires à la marge, respect de leurs habitants, nécessité de les remettre au centre. Mais plus encore, peut-être parce que, pour reprendre les propos de Cynthia Fleury hier, nous avons fait en 2020 l'expérience concrète de ce que sera ce XXIe siècle, celle de la vulnérabilité qui ne nous a pas laissés indemnes. Dire qu'il s'est agi d'ambiance aussi, quand il s'est agi de démocratie, celle-ci demandant non seulement des dispositifs appropriés, mais une qualité des espaces publics de la rue. Expérience paradoxale que celle que nous avons traversée ces derniers mois, qui a fait de l'autre une menace, mais expérience aussi partagée, commune, qui a permis l'ouverture aux autres. Cette expérience commune, d'une vulnérabilité commune, est une expérience qui peut fonder aussi cette communauté sociétale que nombre de métropoles semblent rechercher, communauté nécessaire à l'exercice de la solidarité et de l'hospitalité. Ce qui s'est vécu ces derniers mois, certes douloureux, et peut-être aussi, pourrait-on dire, une chance, au sens où elle ouvre, où elle a ouvert aux métropoles d'autres perspectives. L'enjeu, c'est bien d'habiter le monde en contexte anthropocénique et, dans ce contexte, pour les métropoles, trop longtemps décrites comme hors sol, d'atterrir au sens où Bruno Latour donne à cet atterrissement. Les métropoles devront demain, en tout cas c'est ce qu'on a entendu ces 2 jours, assumer ces fonctions indispensables à une vie authentiquement humaine, être en bonne santé, avoir un logement, pouvoir se déplacer, utiliser ses sens, s'attacher. Priorité donc donnée au quotidien, au vécu. Alors, jeu de mots, simple jeu de mots, en réponse au métropole bashing, effet transitoire d'une période éprouvante, marquée successivement par la crise des Gilets jaunes et par la pandémie, où cela ouvre-t-il à un autre temps, à une action nouvelle. J'invite plutôt pour ma part à prendre au sérieux ce déplacement de registre sémantique, à ne pas le considérer comme une réponse à l'ère du temps, mais comme, sinon une rupture paradigmatique, du moins une inflexion sensible dans la posture des métropoles, dans l'appréhension des enjeux auxquels elles sont confrontées. Indéniablement, pendant ces 2 jours, les fondements de la doxa du modèle métropolitain ont été fortement interrogés. Invitation à s'occuper davantage de l'économie ordinaire. Invitation à faire de l'enjeu environnemental une priorité conciliant impératif écologique et impératif social. Invitation à accueillir non seulement les populations diplômées venant d'ailleurs, occupant ces fameux emplois métropolitains indispensables à la croissance et à l'économie de la connaissance, mais invitation à accueillir les populations précarisées, les populations dans l'entre-deux. Interrogation aussi des limites du fondement politique des métropoles. L'accord
est réel aujourd'hui sur l'impérieuse nécessité de renforcer la légitimité politique des élus métropolitains, des assemblées métropolitaines, par l'élection au suffrage universel direct qui permet le débat, la confrontation des projets. Mais nécessité aussi de définir des intérêts communs prenant en compte l'expression de tous les habitants et plus particulièrement ceux des marges internes aux métropoles ou des périphéries. Interrogation aussi sur les risques que peut faire courir aux métropoles le fait de les charger de nouvelles compétences opérationnelles, de nouveaux moyens d'action, risque qu'elles finissent par reproduire, ainsi chargées, un mode d'action trop souvent reproché à l'État, en surplomb, standardisé, alors qu'elle semble montrer plutôt une certaine agilité. Pour revenir à la question au cœur de ce colloque, celle des complémentarités entre les métropoles et les autres territoires comme constituant une nouvelle donne territoriale. Ce colloque a permis à la fois d'identifier des questions, je vais y revenir, et de constater l'effervescence des expérimentations par tâtonnement, ce qui permet, au terme de ces 2 jours, de disposer d'un certain nombre d'éléments permettant d'ébaucher un nouveau récit territorial avec des métropoles définies d'abord par leur capacité à coopérer à diverses échelles, pour reprendre la proposition formulée tout à l'heure. Coopérer d'abord à l'intérieur des métropoles qui, à l'exception de la métropole lyonnaise, restent avant tout des intercommunalités où, dans un contexte de retour du municipalisme, de relégitimation de la figure sécurisante du maire et de l'attachement manifesté des citoyens à la commune, le risque peut exister de voir surgir des tensions de 2 types, les communes contre la métropole, la périphérie contre la ville-centre. Ces coopérations doivent pouvoir s'appuyer sur une démocratie métropolitaine, mais je n'y reviens pas pour l'avoir déjà énoncé. Coopération également avec les voisins, les territoires adjacents, ainsi qu'à la grande échelle des écosystèmes locaux et globaux. Accord en la matière, non seulement pour dire que l'on doit inverser ou que l'on peut inverser le sens de la dépendance, non pas les autres territoires dépendant des retombées du développement des métropoles, mais la métropole dépendant des ressources localisées et produites hors de la métropole, mais qu'il convient d'abord peut-être de parler d'interdépendance. L'enjeu est là d'abord de décrire ces relations. Et l'on a vu hier l'intérêt des approches en termes métaboliques qui permettent de mesurer les flux entrants et sortants, mais également, tout autant, de prendre la mesure de ce que requiert l'impératif de sobriété. Manger autrement, construire autrement, développer autrement, urbaniser autrement. Il est ensuite de les qualifier et de les spécifier. S'agit-il de rapports d'interdépendance, de réciprocité, de complémentarité? Ces rapports sont-ils horizontaux, symétriques, asymétriques? Il est surtout d'observer comment ces relations sont gouvernées,
comment les métropoles s'y prennent, s'y essaient. Premier constat, cette question est entrée en politique. Deuxième constat, organiser ces coopérations suppose des compétences relationnelles, des compétences transactionnelles. Les métropoles les ont-elles dans le bilatéral, mais aussi dans le multilatéral? Quels sont les modes d'organisation qui émergent? Quelles scènes, quelles pratiques? Forums, Parlement des territoires, contrats, ententes cordiales, alliances. Constat que dans le même temps, les voisins, les territoires adjacents s'organisent aussi pour rentrer dans ce registre de la coopération métropolitaine. Cette effervescence des expérimentations par tâtonnement appelle qu'on puisse les observer, les classer, les spécifier. Mais dans cette expérimentation de nouveaux assemblages territoriaux, pas de candeur. Le chemin est loin d'être un long fleuve tranquille. Elle rencontre des obstacles, concurrence d'autres collectivités, départements, régions, voulant animer ces dialogues entre territoires ou organiser ces coopérations. Elle suppose aussi que la société, les gens, soient aussi embarqués, partie prenante de cette fabrique territoriale. Comment? Elle appelle aussi à un changement de posture de l'État, une autre figure, après celle de l'État régalien, animateur, etc., celle d'un État agile, qualifié ce matin d'un État de projet, d'un État en réseau pour accompagner la différenciation. Elle suscite aussi des inversions de regard, une particulièrement forte qui a couru tout au long de ces 2 jours, un vrai changement de statut des périphéries, des espaces périurbains, jusque-là disqualifiés, que la crise des Gilets jaunes a sans doute remis au centre du débat. Alors, est-ce pour cela qu'ils sont apparus ces 2 jours comme des espaces à remettre au centre, au cœur des métropoles, des espaces considérés comme stratégiques pour le développement même des métropoles? En particulier parce que leur offre résidentielle, pavillonnaire et environnementale a paru plus adaptée aux besoins en temps de confinement que la densité des cœurs métropolitains, interrogeant là les modèles d'urbanisme et d'urbanisation. Enfin, indéniablement, pendant ces 2 jours, se sont ébauchés d'autres récits. La nécessité d'abord d'un récit propre à chaque métropole, dans la singularité de son histoire, de ses hauts lieux, de ses lieux ordinaires, de ses ressources, du système territorial dans lequel elle est encastrée. Ce qui suppose que notre modèle républicain, réfractaire par essence à la différenciation, au nom de l'unicité de la République et de l'égalité, puisse enfin faire place à la singularité, à la diversité des trajectoires territoriales. À chaque métropole, d'écrire son histoire pour faire face aux enjeux communs sur lesquels je ne reviendrai pas, à la condition toutefois de l'inscrire dans une communauté d'intérêt. Récit propre à chaque métropole, mais récit national aussi, qui peut se construire à partir du constat d'une autre réalité des dynamiques et rapports territoriaux. Et le colloque pourra là y contribuer. Mais cela ne suffit pas, car tout récit mobilise aussi l'imaginaire, les imaginaires, et là, le travail reste à faire, même si hier,
les figures de la prospective Territoire 2040 ont été utilement rappelées. Voilà donc quelques observations, quelques éléments d'un rapport d'étonnement qui peut nourrir les réflexions que nous allons donc engager dans cette première séquence avec trois partenaires dans la discussion. Alain Bourdin, sociologue et urbaniste, professeur émérite à l'École d'urbanisme de Paris, qui a beaucoup écrit sur la métropole des individus, la métropole fragile, la métropole post-carbone pour son dernier ouvrage, interrogeant dans celui-ci les imaginaires de la ville nécessaires pour penser leur devenir. Renaud Le Goy, géographe, professeur à l'Université Paris Diderot, qui observe, pourrait-on dire, la métropole, les métropoles depuis leur marge, qui a donc beaucoup travaillé sur ces espaces périurbains longtemps disqualifiés. Sont-ce des morceaux de villes, des territoires à part entière? En tout cas, qu'il soit clair que ces 2 jours, ces espaces ont été remis, ainsi que leurs habitants, au cœur, au centre, comme des espaces à part entière, et je l'ai dit tout à l'heure, voire même stratégiques. Enfin, Martin Vanier, professeur à l'École d'urbanisme de Paris et directeur d'études au sein de la coopérative Acadie, dont l'invitation à lire les relations entre territoires, non pas à partir de la figure de la fracture, mais à partir de la notion d'interterritorialité, sont désormais bien connues, mais qui s'interrogent sur ce que recouvre cette altérité qu'appellent ces autres en vis-à-vis des métropoles. Je dois excuser Pierre Weltz, souffrant, que je salue s'il nous écoute, qui nous manquera d'autant plus que depuis sa proposition sur la métropole France, associant Paris et les autres grandes agglomérations françaises, il a poursuivi ses réflexions sur la question économique et vient de publier un livre intitulé « L'économie désirable » où il pense l'avenir de l'économie en termes de pluralité de modèles associant capitalisme, économie sociale et solidaire, services publics, initiatives locales et citoyennes, le changement, dit-il, devant d'abord porter sur ce que l'on produit, prônant donc la sobriété, soit la satisfaction d'un besoin à la possession d'un bien. Donc Pierre Weltz, évidemment, manquera à ces échanges et néanmoins, je pense que la question des modèles économiques parviendra à trouver sa place dans les échanges que je vais donc ouvrir en vous posant une première question très large. Au fond, de quelle réaction souhaitez-vous faire part? En quoi vos propres réflexions rencontrent ce qui s'est ébauché ces 2 jours? En quoi sont-elles bousculées? Comment pouvez-vous vous en saisir? Et y a-t-il, de votre point de vue, des points aveugles, des oublis dommageables qu'il faudrait réintégrer? Voilà, je propose à chacun toute liberté pour se saisir de telle ou telle question. Et je propose de commencer par Renaud. Très bien Marie-Christine, merci beaucoup. Merci de cette invitation. Et voilà, dans les réactions, j'en ai noté quelques-unes. Et d'abord, dire que c'est vraiment très intéressant de revisiter enfin ce récit métropolitain. Et je retiens notamment le terme que tu as employé d'encastrement des territoires, qui me paraît très important. Pour comprendre ce qui se passe. J'ai tendance à penser que l'opposition qu'il y a eu de la métropole contre les territoires,
qu'on utilise souvent. On parle souvent des territoires comme étant des entités à part entière. Dans un débat centre-périphérique, créent des glissements sémantiques qui sont très dommageables à la compréhension même des choses. En particulier parce que la métropole, les métropoles, quelle que soit leur taille, sont d'abord des organismes transscalaires dont la fonction principale est de mettre en relation les territoires. Je pense que c'est quelque chose qui est fondamental, qui fonctionne d'un point de vue économique, faisant cheminer le capital depuis les investissements transnationaux jusqu'à l'investissement immobilier au niveau local, et c'est transscalaire, ça met en relation les territoires, jusqu'aux pratiques touristiques, jusqu'aux pratiques des voyages, jusqu'aux pratiques quotidiennes. Et ce qui est très intéressant dans la crise qu'on vient de traverser, dont il a été question, c'est que cette relation verticale du rôle des métropoles, elle a été coupée par la tête pendant quelques mois. On a été coupé de l'international, coupé du transnational. Et il y a eu ce sentiment de redécouvrir que les espaces métropolitains s'incarnaient comme des territoires du quotidien, dans des pratiques d'abord très locales, extrêmement locales, dans une réinvention, une repossession de l'espace domestique et de l'espace du logement et de sa proximité immédiate, et finalement une reconstruction du sens du local qui, même dans des métropoles, pouvait avoir un peu échappé. Voilà. Et donc, je pense que c'est un des premiers points qui, là, me paraît très net dans ce qu'on a pu entendre, c'est que les métropoles sont des territoires comme les autres, aussi, et pas juste à construire en opposition, et qu'elles ont aussi des fonctions qui sont celles des fonctions économiques, de mettre en relation les échelles, et que c'est extrêmement important dans les modalités de circulation de l'emploi, de circulation du capital, de circulation du patrimoine. Et cette dimension, elle est essentielle. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister dans la question qui est posée, c'est la question de la métropole prise par les marges. Et effectivement, c'est quelque chose sur lequel, tu l'as évoqué, j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu, par le périurbain, qu'on a pu considérer comme étant fragmenté, et c'était des termes qu'on employait dans les années 90, en sécession. Voilà. Par rapport au territoire métropolitain, j'ai tendance aujourd'hui à penser qu'on s'est probablement trompé en utilisant cette terminologie-là, qu'on a peut-être fait des abus de sens, en ne comprenant pas assez, et la critique est haute pour moi aussi, en ne faisant pas assez, en instruisant pas assez la manière dont était construite la diversité des territoires des périurbains. Des périurbains au sens des espaces périurbains, qui sont extrêmement divers, extrêmement variés par leur incorporation dans l'espace rural, par la nature même de leur relation à l'emploi, de leur relation à l'espace résidentiel, et même si la forme pavillonnaire est dominante, et même si on lui a attribué tous les torts, il y a en fait, quand on regarde la diversité des marchés périurbains aujourd'hui, et c'est ce sur quoi je travaille avec l'équipe à Géographicité aujourd'hui, la diversité des marchés périurbains, à la fois dans l'espace des retraités, dans les circulations des retraités, dans les circulations des jeunes ménages, parce que c'est là où il y a de l'accessibilité aujourd'hui pour pouvoir acquérir un logement. Compte tenu de la hausse des prix et de l'inflation généralisée, la marge de manœuvre, elle est dans les périurbains. C'est là également qu'il y a eu la construction de véritables patrimoines immobiliers et de lotissements et de zones pavillonnaires et de zones résidentielles qui sont construites pour longtemps, qui sont construites pour durer, qui sont construites pour vieillir. Et qui vont faire partie du patrimoine urbain dans 20, dans 50, dans 100 ans, probablement. Et on le voit en banlieue ouest de Paris aujourd'hui avec les vieux lotissements d'il y a 100 ans. Voilà. Et ce phénomène-là, il se construit ailleurs et il se construit dans sa diversité. Et je pense que c'est très important et ça pose le vrai problème de l'intégration métropolitaine, qui est le serpent de mer des politiques publiques de la métropole et de ses marges. Comment on intègre ces espaces dans un processus de décision, d'intégration politique en métropole. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut considérer. Je parlais de transscalaire tout à l'heure. Il faut peut-être accepter
le fait que les territoires métropolitains sont des territoires multifonctionnels et donc avec de multiples processus de prise de décision complexes, et que c'est comme ça. Et que c'est comme ça que ça fonctionne. Je me souviens des travaux sur les Scott autour de Toulouse, en Marguerite, voilà, qui se construisaient dans l'opposition à la métropole. Voilà. Je me souviens des débats sur la métropole de Marseille et l'ensemble des EPCI autour qui se construisaient contre. Voilà. En fait, concrètement on se retrouve avec des entités qui ont de multiples agences, de multiples syndicats, de multiples EPCI, qui ne font peut-être dans une certaine mesure, je provoque un peu, hein, mais qui ne font peut-être dans une certaine mesure que recréer ou reconstituer des fonctions ou des espaces de prise de décision qui étaient ailleurs avant. D'accord, et que l'histoire métropolitaine, c'est l'histoire de la multiplication des agences, de la multiplication des lieux de prise de décision, de leur interpénétration, du fait qu'il y ait parfois des conflits de compétences. Voilà. Et peut-être que c'est pas si grave que ça. C'est-à-dire que peut-être que pour qu'un territoire métropolitain aille bien et intègre bien ses périphéries, on peut accepter à un moment donné qu'on ne soit pas en permanence dans l'efficience de la prise de décision unique et qu'il puisse y avoir des espaces de discussion, des espaces de conflit, des espaces d'interterritorialité. Et ça me paraît important parce que c'est ça qui met en œuvre au quotidien le transscalaire dont je parlais au début et qui permet de tenir compte de la diversité des besoins, des fonctions de ces espaces. Ok, merci. Ça rejoint une observation faite par le président de l'Assemblée hier, disant que évidemment les Français aiment beaucoup le jardin à la française, donc une chose à sa place, chaque chose a une place, et que bon, au fond, il faut peut-être accepter effectivement qu'aujourd'hui les questions puissent se poser d'une autre manière, moins ordonnée. Alain Bourdin, une réaction alors aux propos tenus là, mais de manière plus générale au regard des propos menés et des observations menées depuis longtemps sur les métropoles. Je disais métropole des individus, fragilité métropolitaine, métropole post-carbone, appel aux imaginaires. Alors que suscitent ces 2 jours? Je vais être plus modeste. Pour mon malheur, j'ai suivi presque tout. Et en marchant, là, en venant, je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut dire qui soit un peu synthétique, qui soit un peu une réaction à cet énorme ensemble de contributions super intéressant. Tu as encore compliqué les choses en faisant une synthèse qui dit à peu près tout ce qu'on aurait pu dire. Donc, il reste à essayer de donner quelques réactions qui sont des réactions très personnelles sur quelque chose qui est considérable et sur une synthèse qu'il a très bien remis en position. Donc moi, d'abord, un premier point, j'en ai 4 ou 5 des points. Un premier point, c'est à propos du métropole bashing, puisqu'on l'a abordé. Bon, c'est pas grave que les gens disent du mal des métropoles, c'est pas ça. Ce qui est grave, c'est la simplification. Et nous vivons aujourd'hui dans une société complexe et on ne peut pas se payer le luxe de la simplicité. Je crois qu'il faut se mettre ça une fois pour toutes dans la tête. J'étais très heureux de voir combien un certain nombre d'élus, ceux qui étaient là, rentrent dans des lectures complexes. Il ne faut pas que les chercheurs soient en retard sur cette complexité de la lecture. Ça doit être une règle pour nous et elle est diablement importante. Ma deuxième réaction, mais tu l'as tellement expliqué que je vais être très très rapide, mais je vais faire un petit clin d'œil. Les élus et les chercheurs d'ailleurs nous ont montré que dans le fond le territoire c'est pas si important que ça et que ce qui compte c'est moins alors j'en rajoute exprès ce qui compte c'est moins les caractéristiques des territoires que les caractéristiques des acteurs, et de savoir comment les acteurs peuvent s'organiser pour coopérer, comment ils peuvent fabriquer de l'intelligence collective, comment ils peuvent fabriquer des questions communes qui vont leur permettre d'aborder des projets communs. Et là, on a vu comment émergent depuis quelques années un certain nombre de questions communes qui permettent de fabriquer des projets communs, même si on ne le fait pas assez vite, même si on ne le fait pas assez bien.
Et que donc, dans le fond, le territoire, c'est un repère, mais ce n'est pas plus qu'un repère. Et j'ajouterais, une de mes manies, qui est, on emploie des mots qui sont des mots très flous. Et on se plaît trop dans des mots qui sont des mots très flous, et on ne cherche pas assez ce qu'il y a derrière. Et peut-être tout à l'heure, si j'ai une minute, j'y reviendrai, ça a été quand même beaucoup le cas à propos des Gilets jaunes, où on colle des étiquettes, on colle des interprétations, et dans le fond, on sait assez peu de choses. Et je dirais, d'un point de vue de chercheur, on a fait assez peu d'études de terrain sur ce mouvement social, dans le fond, assez complexe. Mon troisième point, c'est ce qui m'a beaucoup frappé quand même, et en particulier ce matin, le fait que le modèle économique métropolitain est mis en cause. Je dirais, il y a deux choses, à la fois il est mis en cause et il est en difficulté, ou du moins peut-être en difficulté. À partir de là, moi je suis incompétent pour en dire beaucoup plus, sauf à dire qu'à partir du moment où il y a un modèle économique qui pose problème, soit parce qu'on décide qu'il pose problème, soit parce qu'il pose problème tout seul. À partir du moment où il y a un modèle économique qui pose problème, on sait que ça ne va pas sans dégâts. On sait que la transformation ne va pas sans dégâts. Et que c'est bien de dire, dans le fond, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop comment on y va, mais on sait qu'on va quelque part. Mais en même temps, il faut essayer de se doter des moyens pour gérer ça, pour gérer ce passage. Et peut-être que là, il y a une vraie piste de réflexion qui n'a pas été encore complètement explorée, qui est comment on fait pour vivre de la meilleure façon une transformation de modèle économique. C'est ma troisième remarque. Puis j'en ai une quatrième. Et la quatrième et une cinquième qui sont un peu plus longues. J'en ai une quatrième pour laquelle je voudrais commencer par remercier la ministre Emmanuelle Wargon d'avoir osé prononcer le terme classe sociale. Je ne suis pas un fanatique de l'explication de tout et n'importe quoi par les classes sociales, mais là, pour le coup, j'étais un peu gêné par la manière dont on parle de la société, qui est quand même une façon de mettre la société absente. Même si on nous a parlé des individus citoyens qui prennent des initiatives, de leurs attentes, de leurs préférences, tout ça est très bien. Tout ça est très bien, mais il y a quelque chose de plus qui est la société. Et le terme société civile a été employé par une personne, autant que je me souvienne, une ou deux fois. Bon, société civile, c'est pas très chic, ça fait un peu vieillot, mais on pourrait peut-être parler de nouvelle société civile. En tout cas, la société existe. Bon, elle est complexe, elle est difficile à saisir, justement. La société des métropoles, elle est difficile à saisir. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Et ça ne veut pas dire, je le dis fermement, qu'elle puisse se réduire au seul problème de citoyenneté. Les problèmes de citoyenneté sont importants, sont très importants, mais il y a un problème de société, de connaissance de la société, de production de la connaissance de la société, d'ailleurs avec ceux qui en font partie. Ce qu'on sait peut-être faire aujourd'hui et qu'on ne savait pas faire il y a quelque temps, c'est produire de la connaissance avec ceux qui en sont l'objet. Mais il y a un vrai enjeu, c'est que les métropoles connaissent leur société métropolitaine. Et je rappelle que la métropole, c'est aussi un paradigme social ou sociologique, ce n'est pas seulement un paradigme économique. Et ça m'amène à mon dernier point, qui est d'essayer de tenir un propos qui sera peut-être un tout petit peu paradoxal et en contradiction sur les cœurs de métropole. Si je me situe du point de vue que je viens de prendre, qui est celui de la société, les cœurs de métropole sont des assemblages sociaux, des combinaisons sociales très spécifiques. Il y a une très forte spécificité sociologique des cœurs de métropole. Alors, si on passe tous les critères en revue, je n'ai pas le temps de le faire, mais que ce soit des critères démographiques, des critères d'emploi, des critères de mode de vie, etc., c'est très spécifique. Et il y a dans la France une spécificité, c'est que le cœur de métropole, ce n'est pas seulement l'hypercentre. C'est aussi des quartiers péricentraux, assez traditionnels. C'est ce qu'on a fait sur des friches industrielles, portuaires, ferroviaires, militaires. Donc c'est un assemblage qui correspond plus ou moins à la commune-centre. Pas forcément exactement, mais la commune-centre est un repère, disons, par rapport à ça. Et là, il y a une composition sociale spécifique, avec aussi ce qu'on a complètement oublié, c'est-à-dire la classe moyenne inférieure.
on a parlé des chômeurs, on a parlé des ouvriers, on a oublié les employés, et on n'a pas parlé de ce qui forme cet ensemble de classes moyennes, moyennes, inférieures, etc., etc. Pour employer ce vocabulaire que j'aime pas par ailleurs, mais qui permet de s'expliquer vite. Et donc, on voit, et le président de la métropole de Bordeaux l'a bien dit, on voit que dans l'avant-Covid, disons pour faire simple, il y avait des choses qui craquaient. C'est-à-dire que la société des métropoles, elle était en train de craquer. Et le phénomène qu'on connaît bien, c'est-à-dire, qui est un peu une image, mais qui n'est pas faux non plus, les cadres parisiens veulent tous partir de Paris pour aller, non pas à la campagne, à Bordeaux, à Nantes, à Tours. Tours, c'est la plus petite des villes-cités. Bon, ça c'était une richesse. C'est-à-dire que jusque-là, d'une certaine manière, les cœurs de métropole des métropoles autres que Paris, ils tenaient un espèce d'équilibre. Elles tenaient un espèce d'équilibre sur le plan économique, sur le plan sociologique, sur différents plans. Cet équilibre, il était d'une extrême fragilité. Bon, aujourd'hui, on peut dire on va vers pas une explosion, pas des choses aussi, mais un problème, un vrai problème des cœurs de métropole, de leur fonctionnement. En même temps, quand on évoquait les gilets jaunes qui vont manifester dans les centres de ces villes, c'est une manière de dire c'est à nous. C'est à nous. Et comment est-ce qu'on peut l'avoir? Parce que c'est à nous, c'est un bien commun. Les cœurs de métropole, c'est un bien commun. Et donc là, on sait qu'on a un problème, à mon avis. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on invente comme programme? C'est pas du tout pour dire que le reste est sans importance, hein, mais qu'est-ce qu'on invente comme programme pour organiser l'évolution de ces cœurs de métropole, entre guillemets, provinciales, qui jusqu'à maintenant n'ont pas trop mal tenu, grâce aux politiques publiques, au passage, hein, grâce aux politiques publiques. Et donc, notamment, je pense que c'est Christophe Ferrari qui évoquait ça, les cœurs de métropole ont évolué aussi à partir de grands projets. Et Christophe Ferrari disait qu'il faudra quand même faire des grands projets. Bon, et on a ce problème qui est notamment localisé dans les cœurs de métropole. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, demain, comme projet, tout en restant dans les logiques de la transition? Eh bien, c'est pas simple. Oui. Très intéressant parce qu'effectivement, dans ces 2 jours-là, ces questions de cœur de métropole et de centralité métropolitaine ont été quand même globalement très peu présentes. C'est-à-dire autant on a vu les périphéries, on a vu les périphéries revenir au cœur du débat, autant effectivement il y a un relatif effacement de la question de la centralité des cœurs de métropole. Les cœurs de métropole, c'est du monde. Tout à fait. Alors Martin, que suscitent ces réflexions? Une 3e voie? Ces réflexions accumulées, alors, parce que moi je joue le jeu, hein, j'écoute et je me réoriente en fonction de chacun de vos propos qui se combinent, rajoutent à chaque fois une couche supplémentaire de débat et j'ai à cœur d'essayer, puisque on est sur une table ronde conclusive, d'essayer de trouver le sens de tout ça. Et tu nous as demandé ce que nous allions retenir de ces 2 jours de colloque et de l'ensemble des discours qu'on a entendus. Je vais repartir avec une question accentuée, même si c'est un peu toujours la même, et même si je l'emprunte un peu toujours à la même personne, mais de quoi la crise de la métropole est-elle le nom? C'est-à-dire que avons-nous réellement pointé les sujets qui travaillent si durement la société et l'économie française, avec des dimensions parfois au-delà du cadre national, heureusement. Avons-nous pointé ces sujets lorsque nous concentrons sur la question métropolitaine ou, au contraire, avons-nous contribué à construire une catégorie d'analyse, une catégorie de problèmes, et derrière ensuite une catégorie de solutions qui s'appellerait la métropole? Je note que la métropole est évoquée de plus en plus comme une personne, comme un être vivant avec des défauts, des qualités, mais aussi des défauts, des comportements. Elle est méprisante, par exemple. Elle ne sait pas écouter. Elle est ou elle n'est pas assez hospitalière, comme si elle était en quelque sorte humanisée.
Je reviens à ma question. Ce qui me gêne dans tout ça, c'est le risque d'installer au cœur de nos débats scientifiques et politiques une énorme catégorie, et celles qui vont avec, une catégorie spatiale, la métropole, et celles qui vont avec, les autres, au risque de nous éloigner de certaines capacités de lecture qui, comme vient de le rappeler Alain, devraient renvoyer encore et toujours à des questions sociales et sociétales qui ne sont pas forcément incarnées par la métropole. Moyennant quoi, pour te dire mon sentiment, je suis globalement plutôt gêné par le discours de la rédemption, que les chercheurs ont l'air d'aimer beaucoup finalement, puisque après avoir... et moi je suis né un peu là-dedans en tant que chercheur, puisque je commence à chercher dans les années 90, et ce sont les premiers cadres de recherche sur la métropolisation en France. Je pense notamment au plan urbain et à André Bruston. Donc après avoir grandi dans tout ça avec quelques-uns d'entre vous, Renaud est plus jeune, mais nous voilà arrivés un peu en bout de parcours, si je peux me permettre, chère Marie-Christine et cher Alain, et si Pierre était là, ça... et tout d'un coup, à embrasser avec une rapidité qui me laisse un petit peu quand même étonné, le discours, alors sinon inverse, en tout cas... Voilà, il y a un effet de balancier dans la rédemption qui ne me convient pas complètement. Alors, moi je pense qu'il serait très prudent de sortir des effets catégoriels, des approches catégorielles. Il me semble que POPSU 1 n'était pas trop dans ce travers-là parce qu'il y avait des approches par métropole, justement, d'une façon très distincte. Et c'est justement parce qu'il fallait compléter ce programme scientifique qu'il y a eu ensuite des volontés d'embrasser la catégorie. Mais voilà, nous voilà maintenant avec des catégories, la métropole, du coup, évidemment, les autres. Mais qu'est-ce que les autres? Nous voilà bien. Pris dans ce discours que, évidemment, le politique, au sens très général du terme, qui concerne aussi les citoyens, bien sûr, peut avoir une fâcheuse tendance à acheter, à saisir avec une rapidité idéologique relativement effrayante. Que la métropole soit le nom d'une multitude de remises en cause, d'un point de vue citoyen, idéologique, politique, tout ce que vous voulez, je ne peux que m'en réjouir. Et la liste est très très longue. Des faits métropolitains, sociétaux, écologiques, économiques, culturels, sur lesquels il y a tant d'efforts publics à dérouler. Il y a fort à parier que c'est aussi dans cette configuration d'acteurs qu'on appelle une métropole que les alternatives en question vont trouver à se réaliser et à porter les plus grands effets. Autrement dit, si nous faisons de la catégorie un problème, j'interroge la question de savoir où serait la bonne configuration territoriale des solutions. Et je ne préférerais pas catégoriser les problèmes pour précisément ne pas catégoriser les solutions. Et par conséquent, pour finir, dans ce débat sur la métropole et les autres, qui est le terme auquel je me raccroche, parce qu'il y avait tellement de choses que je le plaçais comme étant plutôt le sujet sur lequel il fallait finalement se prononcer au final. Ma réflexion est que peut-être nous avons un tel souci sur la notion d'altérité, ce que tu as un peu dit à ta façon, Marie-Christine, en parlant de l'importance de prendre en compte la singularité des situations, des personnes et des attentions que les unes et les autres requièrent. Nous avons un tel souci, une telle difficulté à accorder tout ce que l'altérité peut réclamer dans ce rapport à l'autre, mais cet autre singulier, que nous faisons de la question du rapport aux autres comme une sorte de démonstration politique de notre capacité à coopérer avec ceux qui seraient dehors la métropole, mais où commence le dehors, et qui sont ces fameux autres qui seraient si différents, parce que institutionnellement non métropolitains, à quoi cela rime-t-il réellement? Et bon, voilà, je pense qu'on aura un deuxième temps de travail sur la partie plus politique et institutionnelle de ces relations. Mais voilà, la métropole et les autres, comme a dit Renaud, la métropole n'existe que, ne se construit en tant que ville que dans son rapport à des autres. Donc ça n'est pas une très grande découverte, mais peut-être que nous en parlons tant
Parce qu'en réalité, mais ça a été dit dans le colloque, je l'ai bien entendu, la question de l'altérité, elle est au cœur même du contrat métropolitain. La capacité de cette métropole à reconnaître cette puissante altérité qui travaille tant la France. Et pour finir, de quoi la métropole est-elle le nom? Peut-être qu'en fait, ce n'est pas la métropole qui est en jeu, ni son rapport aux autres. C'est la question de la culture du pouvoir politique, de la culture souverainiste du pouvoir local, pour le dire plus nettement. C'est la question de la grande difficulté de la société française à faire place à une diversité culturelle, ethnique et religieuse. C'est la question, bien entendu, du changement métabolique de nos rapports aux biens et aux ressources. Ce sont ces questions-là qui ne sont pas du tout spécifiquement métropolitaines, qui sont éventuellement nationales pour certaines d'entre elles, et qui, finalement, ne devraient pas nous conduire à remettre en cause la catégorie, ni même à nous livrer trop longtemps à la rédemption métropolitaine. Alors, vos propos à tous les trois sont riches, et j'allais dire, heureusement que vous n'avez pas préparé, parce qu'au fond, ce que vous dites les uns et les autres, enfin tous les trois, c'est, bon, ce colloque, il a été intéressant, mais d'une certaine manière, les vraies questions, elles n'ont pas été traitées. C'est-à-dire, au fond, la complexité, le cœur des métropoles effacé, la société très peu présente, et au fond, les vraies questions sont plutôt de cet ordre-là. Avec l'observation que faisait Alain tout à l'heure, bon, des chercheurs en retard, parce que le discours de la rédemption, il a été tenu pas simplement ici par les chercheurs, il a été tenu par, y compris les acteurs. Les acteurs métropolitains ici, les présidents de métropole ont tenu, eux, un discours aussi de la rédemption. Donc il n'est pas un discours produit par les chercheurs. Et au fond, parce qu'il nous reste peu de temps, évidemment, on aurait beaucoup de choses encore à échanger. La dernière question que je vais vous poser, avec une réponse plus rapide, évidemment, c'est, bon, vous êtes chercheur, au fond, on est dans un programme où les chercheurs sont là aussi pour éclairer les conditions de l'action. Au point où on en est aujourd'hui, quelles sont les deux questions dont les chercheurs devraient s'emparer pour aider, au fond, ces métropoles, ces territoires, dans leurs rapports, dans leurs interrelations, à continuer à avancer? Quelles sont, voilà, les deux questions? Allez, Renaud, on reprend le même tour. J'en ai une première, je ne suis pas certain. Voilà. Mais soyez bref, parce que dans l'oreillette, on me dit... Voilà. Je vais être très bref. J'ai écouté Madame la Ministre tout à l'heure, et elle revenait sur la question du logement et le retard pour construire du logement. Et ça intersecte totalement la question qui était abordée par Alain Bourdin tout à l'heure des classes sociales. Et de la construction des classes sociales dans l'ensemble des territoires et pas que les métropoles. C'est quoi le problème? C'est le problème de la recherche sur l'accessibilité, sur la diversité des modes de logement, sur le chemin pour les catégories que vous appeliez tout à l'heure, les catégories moyennes inférieures, vers le logement pérenne, sécurisé, etc., ce qui suppose d'agir sur un certain nombre de leviers. Alors il y a des leviers qui sont de l'ordre des collectivités locales, qui sont de l'ordre des municipalités, qui sont de l'ordre éventuellement d'assemblées métropolitaines quand il s'agit de faire des plans en grand, d'accord ? Mais il y a des leviers qui sont ceux de l'État, c'est-à-dire que parmi les éléments que citait Madame la Ministre tout à l'heure, il y avait le cadre financier, comment l'État apporte le cadre financier. Il y a deux choix, il y a deux possibilités, il y a deux trajectoires. Il y a la trajectoire qui est celle de continuer des aides sectorielles et qui sont des aides à la construction, qui sont des aides aux promoteurs et qui sont des aides à l'endettement, et de continuer à avoir une politique de l'argent pas cher et de l'argent facile qui permet de promouvoir l'inflation du logement et qui ne réglera pas le problème de l'accessibilité au logement, ni dans les centres pour des catégories moyennes, ni dans les périphéries. Et il y a ces solutions actuelles qui ne jouent pas sur le levier principal, qui est le levier de l'inflation alimentée par la dette, créent un véritable travers d'accumulation actuellement dans les espaces métropolitains, d'accumulation de richesses et d'accumulation dissymétrique qui pose des vrais problèmes de trajectoire individuelle aux ménages. Donc là, on a bien compris, revenir sur les trajectoires des ménages dans leur diversité en matière résidentielle. Alain ?
Je ne vais pas respecter la question. Ah bah oui, je n'en doute pas. C'est-à-dire, je ne vais pas choisir de thème, j'en suis incapable, mais je peux choisir 2 objectifs Oui. pour les chercheurs. Le premier objectif, c'est d'aller plus loin dans l'élaboration de dispositifs de connaissances des métropoles et de connaissances avec cette dimension embarquée qu'il y a dans PopSu. C'est-à-dire, à la fois, on produit de la connaissance, mais on la produit en interaction avec ceux qui sont les acteurs locaux. Et là, il y a encore plus à faire. On a déjà beaucoup avancé, et ce colloque en est la preuve, mais il y a encore plus à faire. Et le deuxième objectif, qui serait presque interne au monde de la recherche, mais je le dis, c'est de repenser le lien entre ce qui s'énonce comme recherche fondamentale, académique, etc., et ce que nous faisons dans le cadre de programmes comme celui-ci. C'est-à-dire qu'à la fois, ces programmes puissent servir d'expérimentation, de lieu d'expérimentation pour des questions fondamentales, etc., et qu'en même temps, dans le monde de la recherche, ce que nous faisons dans ces programmes soit valorisé exactement comme le reste. Ça veut dire inventer, réinventer, c'est pas inventer parce que c'est déjà fait, mais aller beaucoup plus loin dans le rapport de la recherche à la ville, d'une certaine manière. Beau programme, Martin, contribution à ce programme? Une toute petite, parmi plein d'autres possibles, de ma part et celle de tous mes collègues, bien sûr. Alain a dit tout à l'heure, une des questions, comment fait-on pour vivre une transformation dans une société urbaine, pas urbaine, les deux, à toutes échelles, etc. Je trouve que nous devrions collectivement nous sentir plus investis de cette nécessité de dire ces transformations à la société qui les vit, parce que c'est effectivement difficile à vivre, de contribuer à l'intelligibilité de ces transformations, en faisant peut-être le pari que c'est sur la question de la transformation qui peut exister un nous et les autres, et qu'il est dramatique d'ailleurs. Nous, c'est les transformateurs. C'est-à-dire tous ceux qui sont acteurs, porteurs, investis et qui mettent leur vie personnelle dans cette transformation. Et ils sont très très loin d'être métropolitains. Il y en a, ils sont dans des configurations les plus variées. Et en ce moment d'ailleurs, peut-être plus volontiers au fin fond des campagnes. Et puis les autres, voilà, c'est tous ceux qui sont effectivement rejetés de ces processus de transformation auxquels ils n'ont pas accès, dont ils ne comprennent pas le sens, qu'éventuellement ils réfutent, et qu'ils contestent dans leurs fondamentaux de toutes sortes, technologiques, etc., et avec lesquels, évidemment, il y a un sentiment d'étrangeté profond. Voilà. Et ben, voilà, ça, je trouve que c'est Qui regarde ça? Qui explique ça? Qui rend ça... qui le pacifie par la science, on pourrait dire, dans le sens où on peut s'en saisir parce qu'on voit mieux les positions des uns et des autres, éventuellement les formes de souffrance, d'inégalité, de fracture, d'écart, mais dans un paradigme de lecture qui est celui d'une société qui se transforme. Voilà, moi je ne sais pas quel est le programme de recherche, mais c'est l'enjeu scientifique qui personnellement m'anime, c'est la question de la transformation et du nous et les autres qu'elle produit et qu'elle installe. En tout cas, merci à vous trois et à ceux qui nous écoutent. Dire qu'on pouvait attendre de cette première séquence 2 choses et qu'elle y a réussi. D'abord, dire qu'il y a d'autres questions qui n'ont pas été traitées et combien elles sont importantes. Voilà. On a bien vu là qu'il y a encore un champ immense à explorer. Et puis, important par rapport à ce programme-là, dire que nous sommes effectivement en chemin sur des dispositifs d'intelligibilité partagés, mais qu'on a probablement à travailler aussi, à aller aussi plus loin dans la manière dont on les construit. Donc, de belles perspectives pour un PopSu à venir. Merci à vous. Merci. Merci à toi. Alors, je ne sais pas comment ça se passe.
Eh bien, nous nous retrouvons pour la deuxième séquence de cette dernière table ronde. Donc, après une séquence avec des chercheurs, une séquence avec des acteurs de la fabrique métropolitaine. Donc, avec nous pour ce second temps, Arnaud Robinet, vous êtes maire de Reims et vice-président du Grand Reims. Patrice Vergrit, vous êtes maire de Dunkerque, président de la communauté urbaine de Dunkerque et président du pôle métropolitain de la Côte d'Opale. Avec nous également Emmanuel Roued, vous êtes directeur général des services de la ville de Grenoble aujourd'hui, après avoir été directeur général adjoint en charge de la cohérence territoriale de la métropole Grenoble-Alpes. Et Hugo Bévor, vous avez été directeur des stratégies territoriales à l'Agence nationale de la cohésion des territoires et aujourd'hui, vous dirigez la mission métropole à la ville de Paris. Donc vous êtes les uns et les autres à des fonctions différentes, professionnelles ou celles d'élus, au cœur de la question territoriale, des rapports interterritoriaux. Vous avez entendu mon rapport d'étonnement, vous avez entendu la discussion avec les chercheurs, remettant au fond sur la table la question de la société métropolitaine et la question du cœur métropolitain. Vous êtes des hommes d'action, que vous inspirent les réflexions qui se sont tenues ces 2 jours et que vous inspire au fond ce repositionnement des métropoles tel qu'il a été redéfini aujourd'hui. Peut-être commencer par Patrice Vergrit. Oui, bonjour. Merci Marie-Christine. Je vais peut-être essayer de répondre modestement à Martin Vanier lorsqu'il interroge l'altérité, les autres. C'est qui les autres? Et j'ai envie de prendre l'exemple forcément de mon territoire dunkerquois parce que je le trouve assez symbolique des débats que nous avons depuis 2 jours. Dunkerque, c'est à la fois une agglomération industrielle populaire dans une grande périphérie de l'île, donc d'une métropole lilloise, à 50 minutes, mais c'est en même temps une ville au cœur du réseau de villes de la Côte d'Opale, vous l'avez indiqué avec le pôle métropolitain de la Côte d'Opale, et finalement un élément essentiel du système métropolitain que constitue l'ex-région du Nord-Pas-de-Calais. Donc finalement, on est à la fois dedans et dehors la logique métropolitaine. Cette agglomération, elle a vécu la dynamique de métropolisation de manière forte, même violente, et à travers sa démographie. L'agglomération dunkerquoise, c'est en une vingtaine d'années, moins 7% de ses habitants. Et la population l'a vécu à travers le départ de ces jeunes, parce que ce sont essentiellement les jeunes qui vont faire de l'enseignement supérieur dans les universités lilloises, essentiellement, qui finalement ne reviennent pas à Dunkerque, parce que la métropole a plus d'attractivité économique pour ces jeunes en enseignement supérieur, une agglomération industrielle en a moins, et l'attractivité résidentielle, plus de culture, plus de tout ce que vous souhaitez. Et donc, la population dunkerquoise a d'abord vécu, je vais dire négativement, forcément, en termes démographiques, la dynamique de métropolisation. Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave. Ça peut se vivre sans amertume. Le problème, c'est qu'une ville moyenne comme Dunkerque, et j'en viens à la remarque de Martin Vanier, a vécu autre chose avec la dynamique de métropolisation. Elle a vécu un sentiment d'injustice. Et ça, c'est plus grave sur le plan politique. Elle a vécu un sentiment d'injustice, finalement, d'être un peu abandonnée face à cette dynamique de métropolisation. Et je vais illustrer par des exemples volontairement anecdotiques pour aller vite, mais je pourrais le détailler dans moult domaines. Je vais prendre l'exemple de ma journée d'aujourd'hui. Je suis venu de Dunkerque, j'ai pris le train, j'ai mis 2h15. Il y a exactement 25 ans, pour faire Paris-Dunkerque, on mettait 1h30. En 25 ans, et c'est le train le plus rapide aujourd'hui, en 25 ans, on a pris 50% de temps de trajet en plus, au moment où effectivement l'État disait que les métropoles étaient mieux reliées. Dans un pays qui est plus riche, une population ne peut pas l'accepter. Les dotations de l'État. Quand vous faites l'analyse, la Cour des comptes l'a fait, des agglomérations qui ont été le plus touchées par les baisses des dotations forfaitaires de l'État, vous tombez sur les agglomérations moyennes industrielles. Et en plus, il y a eu des transferts vers les métropoles. Donc on a payé une partie du grand stade de Lille à Dunkerque. Bon. J'aime beaucoup Damien Castelin, mais quelque part, j'aurais préféré ne pas payer pour le grand stade de Lille. Ça, c'est un sentiment d'injustice. Et
ce sentiment d'abandon, c'est ça pour moi la réponse à Martin. Les autres, c'est ceux qui ont vécu la métropolisation, non pas avec les simples dynamiques de départ et de démographie, mais qui l'ont vécu comme un sentiment d'injustice ou d'abandon de l'État. Et ça, vraiment, je veux insister, pour moi, c'est ça les autres, en fait, ceux qui ne sont pas dedans. Alors, maintenant, je veux un discours positif pour terminer. Il y a quand même des signes d'inversion. Et ça, il faut le noter. Vous avez bien entendu qu'elles sont sur le chemin de la rédemption, les métropoles. Oui, c'est pas que... Parce que c'est pas eux, c'est pas de leur faute, je ne les ai pas incriminés. Ah. J'ai incriminé l'État, qui n'a pas accompagné cette dynamique-là. Et en fait, qui n'a pas fait de politique d'aménagement du territoire. En fait, je vois des signes d'inversion. D'abord, l'État. Action Cœur de Ville, ça fait 25 ans que les élus des villes moyennes le réclament. C'est la première fois en 25 ans qu'il y a une action de l'État en direction de ces villes-là. C'était des abandonnés depuis 25 ans en termes de politique d'aménagement du territoire. C'est la première fois, Action Cœur de Ville. Est-ce que c'est le début d'un changement? Parce qu'attention, pour l'instant, c'est très sectoriel. Ça ne touche pas, évidemment, les dotations forfaitaires, ça continue à taper sur les villes moyennes. Non. Et puis, l'attitude de la métropole européenne de Lille. Moi, je vois des acteurs lillois aujourd'hui. Peut-être qu'effectivement, le besoin de métropole durable, donc de complémentarité à une échelle plus large, amène à se projeter effectivement vers ces villes moyennes, à vouloir construire quelque chose ensemble. Le pôle métropolitain de la Côte d'Opale, d'ailleurs, va proposer prochainement d'accueillir une fois par an les représentants de la métropole européenne de Lille. Je suis beaucoup plus souvent invité avec les acteurs de Lillois. Donc on voit cette inversion. Il y a un réseau des agences d'urbanisme à l'échelle de l'ex-région Nord-Pas-de-Calais qui s'est structuré. Donc on voit commencer à émerger une gouvernance à l'échelle d'un système métropolitain réel. Et donc, on voit peut-être des signes d'inversion qui permettront d'avoir beaucoup plus de complémentarité demain. Merci, c'est effectivement plutôt dans le sens du vent de ce qui s'est dit ces 2 jours, d'une capacité des métropoles d'être dans une discussion à des échelles territoriales qui embarquent sur ces scènes-là bien d'autres territoires. Arnaud Robinet, vous êtes maire de la ville de Reims, mais en même temps vice-président du Grand Reims. Que vous inspire ce que vient de dire Patrice Vergrit à partir de son expérience de Dunkerque, pour vous, à la tête d'une ville qui est aussi pas très loin d'autres métropoles et qui l'est sans l'être tout à fait? La question que l'on se pose, c'est qu'est-ce qu'une métropole? D'un point de vue étymologique, une métropole, c'est la ville-mère, c'est-à-dire la ville-centre, celle qui a les charges de centralité. Et puis je crois qu'il faut aussi déconnecter la notion de métropole avec la définition administrative qui a été donnée, notamment avec la loi MAPTAM et les positionnements derrière induits par la loi NOTRe. Je vais prendre également ce que je connais. La ville de Reims, c'est la communauté urbaine du Grand Reims. Nous avons tous les attributs de ce qu'on appelle une métropole, un CHU, une université. Et je dirais que nous rayonnons bien au-delà d'ailleurs des frontières de la communauté urbaine. Mais nous ne sommes pas métropole. Ce qui me laisse à penser que depuis la loi MAPTAM, la notion de métropole ou le nom de métropole a été dévoyé. Moi, ce que je pense, c'est qu'un pays comme la France doit avoir une ou 2 métropoles, au sens tel que nos concitoyens peuvent l'entendre ou comprendre, et notamment vis-à-vis de cette compétition qui peut exister au niveau européen ou international. Ce qui est clair, c'est que, sans être une métropole, nous avons également, je dirais, vis-à-vis des autres communes du territoire, les mêmes sentiments que vient de dire ou souligner mon collègue de Dunkerque. À la différence près, c'est que nous, le pôle urbain, il est uniquement défini par la ville de Reims. 143 communes, 208 élus. La ville de Reims qui approche les 190 000 habitants sur une population de la côté urbaine de près de 300 000 habitants. Et parmi les 142 autres communes constituant le Grand Reims, 111 communes ont moins de 1000 habitants. 50 communes ont moins de 100 habitants. Donc imaginez les difficultés en termes parfois de compréhension, en termes de projets,
Et d'ailleurs, l'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui, sur lequel nous travaillons, c'est le projet de territoire. Comment une ville-centre, un pôle urbain, peut partager avec des communes rurales un vrai projet de territoire. Alors nous y travaillons, et entre nous, ce projet de territoire, il doit s'orienter vers le développement durable, de par l'économie qui est la nôtre, la viticulture, l'agriculture, c'est-à-dire la bioéconomie. Mais parallèlement, je subis exactement la même chose que la communauté urbaine de Dunkerque. Parce que le positionnement géographique de la ville de Reims, communauté urbaine, fait qu'il y a également une attirance vers l'Île-de-France. Alors la différence, c'est que nous, on a réduit le temps de transport puisque nous sommes passés de 1h30 à 45 minutes en TGV. Je dis d'ailleurs que Paris est devenu la banlieue de Reims. Et de la même manière, même si nous avons une offre en termes d'enseignement supérieur, Sciences Po, Néoma, l'université, l'ICP qui ouvre à la rentrée prochaine, nous avons eu aussi cette suite de jeunes étudiants allant faire leurs études ailleurs, Paris, mais même attirés par la métropole lilloise qui est qu'à 2h30 de route. Et donc il est vrai que ce statut, sans l'avoir, est un peu un statut pour nous, un statut, excusez-moi du terme, un peu bâtard. Puisque nous n'avons pas les avantages, on va dire, d'une métropole, en termes même de dotation, en termes de communication et de marketing. Parce que lorsque des chefs d'entreprise regardent où ils peuvent investir en dehors de la région parisienne pour installer leur siège ou leur outil de production, ils sont souvent plus attirés par les métropoles que par les communautés urbaines. D'un point de vue marketing, il est vrai que métropole se vend beaucoup plus que communauté urbaine. Et donc nous avons les désavantages de ne pas être une métropole, mais nous avons aussi les avantages, entre guillemets, de cette communauté urbaine vis-à-vis du territoire qui nous entoure. Mais au-delà du statut métropole, communauté urbaine, ce qui m'importe et ce qui importe les élus rémois, c'est que la ville-centre joue pleinement son rôle. Certes, je peux dire, à son rôle de reprise, que la ville de Reims supporte toutes les charges de centralité. Mais ce qui m'importe, c'est que nous soyons tous, en fait, la définition de cette métropole, entre guillemets, même s'il n'y en a pas une, c'est le bassin de vie. Et lorsqu'on habite à 50 km de la ville-centre, le bassin de vie, c'est la ville de Reims. Et donc il y a cette interaction, ces échanges, ce partenariat, ce projet de territoire que nous mettons en place, qui doit définir notre territoire, non pas simplement en disant c'est une métropole ou pas une métropole, une communauté urbaine, une communauté d'agglomération, c'est un territoire qui a un même destin, qui va vers le même objectif, les mêmes ambitions. Et là, c'est un travail permanent, bien sûr, entre les élus et les techniciens. Et les études qui sont faites par de nombreux chercheurs ou instituts, je dis, nous sont indispensables. Parce qu'un politique, un exécutif, il a une ambition pour son territoire. Mais il a besoin, ce n'est pas un sachant. Et donc il a besoin, bien sûr, de toute cette effervescence intellectuelle, technique, pour pouvoir avancer et porter son projet de territoire. Merci, on reviendra sur cette question-là. Il n'est pas inutile de rappeler au terme de ces 2 jours, ce que vous soulignez là, c'est quand même l'effet performatif du statut de métropole. Parce qu'on pourrait imaginer au terme de ces 2 jours-là que cette question est seconde et on voit bien quand même, vous l'avez rappelé, l'effet que peut avoir le fait de l'être ou de ne pas l'être, en tout cas d'avoir ce statut ou pas. Je me tourne vers vous, Emmanuel, y compris parce que vous êtes passé au fond d'une position de responsabilité de la métropole vers la ville-centre et que du coup, après avoir assumé ces 2 positions-là, par rapport y compris à ce que disait Alain Bourdin sur les problématiques un peu des cœurs de métropole, qui ont été un peu effacées ces 2 jours, vous avez, vous, un point de vue où vous voulez nous parler de toute autre chose? Alors, effectivement, je pense que sur cette question-là, en tout cas à Grenoble, on ne ressent pas complètement la fragilité telle que l'a évoqué Alain Bourdin. On a effectivement un cœur de métropole qui reste extrêmement dynamique.
et en lien vraiment avec le reste du territoire. Mais ce mécanisme et l'ensemble des effets de la crise, c'est des choses qu'on a encore à mesurer, quels sont les effets auxquels on va être confronté. Il faut être effectivement dans l'écoute, et y compris des signaux faibles qui pourront remonter de la recherche, parce que à l'issue de ce colloque, moi, ce que je voudrais aussi tirer un peu comme élément marquant, c'est qu'on ressort avec une masse extrêmement importante de concepts, d'idées qui nourrissent les imaginaires. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important et qui, pour moi, nous permet de nourrir un optimisme et des éléments d'un futur désirable, alors qu'on est, comme l'a dit Cynthia Fleury, maintenant vraiment rentré dans le millénium, dans le nouveau millénaire, avec cette crise, et qu'au milieu de cette crise, ce colloque, il nous permet aussi de trouver un nombre très important d'idées, de concepts qui permettent aussi de réinventer les métropoles. Et ça, c'est un élément très important dans lequel, en fait, les métropoles, elles savent se réinventer. Et on est en train de sortir de la CAGE, c'est un acronyme qu'a forgé Éric Piolle, compétitivité, attractivité, gestion, excellence, qu'on retrouve aussi dans le discours d'introduction de Jean-Marc Hoffner, sur le fait que cette CAGE, ce modèle-là, il est en train d'évoluer. Et les métropoles se réinventent sur toute la nouvelle richesse sémantique qui a été partagée autour de ce colloque, avec aussi l'émergence, la remontée du politique, le besoin de gouvernance, de lien avec les citoyens. Et pour citer Rousseau, si les maisons font la ville, les citoyens font la cité. Et le retour du citoyen dans la fabrique, dans la gestion de la cité, qu'on retrouve dans les mouvements des communs, dans les orientations vers les questions de municipalisme, qui sont aussi des voies qui sont à explorer en matière de transition. C'est aussi toutes ces idées qui ont été partagées autour de ce colloque qui sont vraiment très intéressantes. Et puis le dernier élément, c'est la place des chercheurs. Les chercheurs, ce colloque, je tiens vraiment à remercier les équipes du PUCA POPSU pour l'organisation de ce colloque, parce qu'il a été vraiment remarquable. Et les chercheurs nous amènent, sont en capacité d'aller chercher les signaux faibles et de les amener pour nourrir l'action. Et c'est extrêmement important. Et il y a 3 ans, vous avez choisi avec Jean-Marc Hoffner le thème de la métropole et les autres, qui était déjà un petit peu en décalage par rapport à justement cette logique d'attractivité, de modèle économique des métropoles. Et on voit a posteriori que les chercheurs nous ont orientés dans une direction qui est extrêmement riche et extrêmement intéressante, et sur laquelle nous avons la possibilité de réinventer les métropoles. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Et puis pour terminer, je vous inviterai aussi à Grenoble, cette fois-ci, du 1er au 4 avril, pour la 3e biennale des villes en transition. Alors on espère en présentiel, mais sinon en virtuel, et pour pouvoir partager vos souvenirs d'avenir, selon la belle formule que nous a donnée Rob Hopkins lors de sa conférence. Merci Emmanuel, et on espère bien pouvoir venir à Grenoble, effectivement, et tomber le masque pour le coup. Alors Hugo Bévort, bon, quand même, vous avez, une solide expertise de l'observation, de l'analyse des relations interterritoriales, bon, préalablement au travail que vous menez aujourd'hui sur la question de la métropole parisienne. Qu'est-ce que vous pouvez au fond dire de ce que vous avez entendu ces 2 jours et de ce qui vient d'être dit là, c'est-à-dire à la fois des métropoles, sur l'exemple que donne Arnaud Robinet, qui avance dans la capacité d'élaborer un projet commun, dans ce que vient de dire Patrice Vergrit, c'est-à-dire plus qu'un frémissement sur la capacité des métropoles à engager à une échelle territoriale large des dialogues avec les territoires avoisinants, et ce que vient de dire Emmanuel également sur, au fond, un futur un peu optimiste. Enfin, il y a de quoi espérer. Alors vous dites quoi, avec un peu ce recul sur un temps un peu long, voilà, de cette observation des coopérations territoriales et de l'interterritorialité? Vous avez dit à peu près l'essentiel, ça m'inspire quand même un sentiment un peu contradictoire, comme les propos qui ont été tenus. C'est-à-dire, d'un côté, il y a
ça inspire un vrai espoir. Voilà. Après, un gros doute aussi. Et puis enfin, un questionnement. Alors, si je développe les trois, c'est un peu facile, mais l'espoir, il faut quand même se dire tout ça, c'est une super bonne nouvelle. Pour tous ceux qui étaient là il y a une dizaine d'années, le fait que les mots penser en système, coopérer, interterritorialité soient désormais au cœur des préoccupations, quand on vient de la CAM ou de la CAGE, ou quand on vient d'un registre de questionnement qui était exclusivement celui du spectre du déclassement international des grandes métropoles, c'est une excellente nouvelle. On a enfin des mots qui nous permettent d'interroger des réalités dont on se privait avant. Voilà. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Dit autrement, quand en 2015, on invente, le gouvernement précédent invente des concepts comme contrat de réciprocité, déploie des concepts comme contrat de réciprocité, tout ça a fait son chemin. Et voilà, encore une fois, c'est une excellente nouvelle. Après, quand même, un gros doute. Inévitablement, pour ceux qui ont vu le mouvement antérieur, on se dit, mais est-ce que c'est rien d'autre qu'un mouvement de balancier? Est-ce que ce sont les nouveaux habits par lesquels, effectivement, pour reprendre la métaphore religieuse, les métropoles trouvent leur rédemption, mais qui en fait ne fait qu'habiller de neuf quelque chose qui n'a pas changé substantiellement? Il y a quand même des éléments qui vont dans ce sens. Moi, je le dis très simplement, je ne sais pas ce qu'il faut comprendre de la crise des Gilets jaunes, je ne sais pas. En revanche, je sais ce qui en a été compris. Et ce qui en a été compris, c'est très clairement une régression phénoménale de l'action publique en termes de capacité à prendre en charge ces enjeux de coopération et de pensée en système. Je m'explique juste en deux mots. C'est une excellente nouvelle. En 2017, quand est installé le nouveau gouvernement, l'aménagement du territoire abandonne le registre de l'égalité, qu'on savait formelle, imparfaite et puis une illusion, pour adopter le concept de cohésion. Donc il met en avant l'idée qu'il faut penser les liens et qu'il faut construire les conditions dans lesquelles les territoires mutuellement s'apportent, font système. Ce que je vois quand même, c'est qu'à partir de la séquence qui s'est ouverte autour des Gilets jaunes, on a assisté au fait que cette interpellation qui venait de ces territoires, que tout le monde connaît, a été rabattue sur le seul enjeu du pouvoir du maire, avec un débat extrêmement communaliste, sur des lois de démantèlement de l'intercommunalité, qui n'ont pas eu beaucoup d'effet parce que la maturité locale faisait que c'était sans effet, mais en tout cas sur des enjeux qui étaient chacun chez soi et des politiques sectorielles. Il y a beaucoup de choses formidables qui ont été faites, mais je vois que ce slogan de la coopération, de la métropole inclusive, de la métropole hospitalière, elle a, en termes de traduction politique nationale, ça me semble très en retrait. Donc il faut avoir un doute sur le fait qu'on sait faire autre chose que des mots. Et je partage l'idée de tous, l'idée que la métropole est un concept performatif, l'idée qu'il faut faire du récit. Mais si ce n'est que du récit, on crée les conditions d'un désespoir absolu. Et la contradiction entre les mots théoriquement inclusifs, prenant à bras-le-corps les enjeux de relégation d'un certain nombre de populations, de ségrégation, et la réalité qui est qu'en vérité, ça continue, c'est une vraie interpellation. Donc le sujet pour moi, pour les chercheurs, ils nous ont aidés à revisiter le vocabulaire pour penser les métropoles, qu'ils nous aident à en faire des catégories concrètes qui ne soient pas un élément supplémentaire de désespoir. Ou pour reprendre le vocabulaire religieux, s'il y a rédemption, le salut passera par les œuvres. C'est mon côté catholique, je le dis. Il ne passera pas par la grâce, et en tout cas pas par la grâce de l'État. Voilà. Donc le salut est de ce côté-ci. Un questionnement quand même. Moi, je partage dans l'interpellation finale de Martin Vanier tout à l'heure l'idée qu'à force de réifier, et je pense que c'est aussi le sens de ce que vous disiez tout à l'heure sur on a à la fois trop de métropoles et pas assez, je ne sais pas comment on dit ça bien, mais c'est quand même fabuleux que, hormis quelques interpellations, en particulier celle d'Emmanuel Grégoire lors des tables rondes de ce matin, Emmanuel Grégoire en tant qu'élu parisien, la question du système, il est évoqué de manière extrêmement fractionnée. Vous disiez Paris et la banlieue de Reims, c'est probablement une très bonne nouvelle, et je sais qu'il y a plein de gens qui le vivent comme tel, qui vivent leur vie battante à Reims et qui sont condamnés malheureusement à vivre à Paris. Mais ce qui est sûr, c'est que si on veut construire des politiques métropolitaines qui mettent au cœur les enjeux de système, de coopération, d'interrelation, d'interdépendance, il faut penser le système métropolitain dans ce qu'il a de
de non uniforme. À Paris, c'est 12 millions d'habitants ou 10 millions d'habitants, je me fiche du chiffre précis. La métropole qui suit, ou les métropoles qui suivent, si intégrées soient-ils, sont autour de 1,5-2 millions d'habitants. Donc on a un effet de la place de Paris dans le système, il reste un truc qui est totalement sous-pensé. Et j'insiste juste, ce sera mon dernier mot, sur ça, parce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce que de notre commune vulnérabilité aperçue à l'occasion de la crise, on peut faire un moteur d'une action publique? Moi, ce qui me frappe, c'est que c'est vrai que cette crise a révélé une vulnérabilité commune, mais elle a plus touché l'Île-de-France que les autres territoires, tant en termes de mortalité, c'est évident, qu'en termes d'effets économiques. Vous y êtes revenu lors de la table ronde avec Éloi Laurent et Magali Talandier. Pourquoi? Parce qu'on était l'économie la plus métropolisée, la plus fondée sur une économie relationnelle, et c'est pas seulement nos performances économiques. La progression du RSA dans Paris est 2 fois plus élevée que la moyenne nationale. C'est intéressant. Donc c'est pas seulement une question de performance, c'est une question même de modèle. Et donc penser ce questionnement sur les métropoles, le rôle des coopérations, ça doit aussi penser le repositionnement parisien. Et il y a beaucoup de choses à faire, et beaucoup de choses quand on reprend Paris, la ville. Et vraiment dernier mot, c'est vrai que dans les lieux communs qui se sont imposés, il faut penser la métropole par ses marges. Il faut aussi penser la métropole par son centre. Voilà. Et parce que le centre a une responsabilité particulière, un rôle d'animation particulier. Reims se caractérise par le fait que la richesse fiscale est en dehors de son centre, mais il y a des charges de centralité. Ce n'est pas le cas de Paris, c'est une autre configuration. Il y a de la richesse fiscale dans Paris, tout le monde le sait. Mais si on ne pose pas la question centrale du centre, l'inversion de sens qui était libératoire il y a 10 ans, elle devient un impensé problématique. Voilà. Oui. Ce que vous dites est tout à fait intéressant parce qu'effectivement, je pense que la limite du programme tel qu'il est pour le moment, c'est de ne pas penser à cette échelle-là. Vous avez tout à fait raison. Je disais tout à l'heure que Pierre Veltz n'était pas parmi nous et qu'il avait fait une proposition qui est celle de la Métropole France, qui est bien une proposition de réflexion qui articule effectivement Paris avec l'ensemble des autres villes. Et on voit bien, vous l'avez dit pour Reims, mais on a Orléans dans le programme, on voit bien que pour ces villes-là, cette question du rapport à l'Île-de-France est effectivement fondamentale. Je vous donne la parole juste dans un moment, parce que je vois que vous avez effectivement envie de rebondir à ça, tout à fait. Mais il me semble que là, la question... Alain Bourdin parlait tout à l'heure des cœurs métropolitains, vous parlez d'une centralité à l'échelle du système. Et effectivement, là, vous avez raison de dire qu'il y a un impensé. Je voulais simplement rebondir en disant qu'il n'y a pas d'angélisme, ou il n'y a pas de candeur vis-à-vis du discours qu'on a entendu aujourd'hui. Et vous disiez tout à l'heure, politique nationale en retrait. Oui, mais ce qu'on voit là, c'est quand même des métropoles au travail. Peut-être qu'il faut aussi que la politique nationale réinvestisse ces questions-là, mais en tout cas, on peut dire que les métropoles sont au travail. Je vais vous redonner la parole à Arnaud Robinet, mais il y a aussi une dimension qui a été présente ces 2 jours, c'est la dimension démocratique. C'est-à-dire qu'on a beaucoup entendu comment, au fond, gouvernement des territoires, la gouvernance territoriale peut embarquer la société métropolitaine et dans une forme qui est aussi sa capacité à écouter, j'ai repris l'expression, les bruits sourds de la rue. Donc en même temps que je vois votre envie de réagir aux propos d'Hugo Bévor, est-ce que sur cette dimension démocratique, cette nécessité de la construction démocratique, du projet métropolitain et des relations de coopération, voilà, vous pouvez dire au fond l'état de votre réflexion? Si on veut donner corps, ce qu'on appelle les EPCI d'une certaine manière, que ce soit les métropoles, que ce soit les communautés urbaines, que les agglomérations ou autres, si on veut donner corps par rapport et vis-à-vis de nos concitoyens, il n'y aura pas d'autre choix que de passer par un suffrage direct pour représenter les élus, en tout cas, c'est représenter ces élus au sein de ces EPCI. Mais est-ce suffisant? Ce n'est pas la solution, je dirais, unique. Parce que lorsqu'on parle de démocratie, cette démocratie, on parle beaucoup aujourd'hui de démocratie participative, de démocratie citoyenne. Celle-ci, elle doit se baser, encore une fois, autour de projets auxquels nous devons associer nos concitoyens,
avec différentes méthodes. Je reprends toujours mon projet de territoire. Mon projet de territoire, il n'est pas question que ce soit uniquement les élus et quelques élus de la communauté urbaine qui se réunissent en catimini une fois par semaine pour définir quel est ce projet de territoire. Ce projet de territoire, avant tout, il doit être défini par rapport au bassin de vie, par rapport aux attentes des habitants, de nos concitoyens, de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils vivent au quotidien. Donc nous devons l'amener les outils nécessaires à faire vivre cette démocratie participative au sein de l'EPCI. Mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que nos concitoyens, et je pense qu'à Dunkerque, tu dois vivre la même chose, c'est que le concitoyen, et là je vais revenir en termes de compétences, se fiche totalement de savoir si c'est la communauté urbaine qui a la compétence de l'eau, des transports, de l'éclairage, de l'économie. Son premier interlocuteur, c'est le maire. Quel que soit le maire, quelle que soit la taille de la commune, le citoyen va voir le maire. Pourquoi ? Parce que le citoyen, le maire, il va les lire aussi, directement. Il va mettre un bulletin dans l'urne, ce qu'il ne fait pas aujourd'hui avec ses représentants au sein des EPCI. Si vous me permettez, je voudrais juste rebondir sur ce que disait tout à l'heure mon voisin sur la question des métropoles. Il y a un moment, il faut faire attention parce qu'on pourrait parler, il n'y a pas un modèle de métropole, il y a des modèles. Parce que vous avez cité Orléans. Orléans est une métropole, a le statut de métropole. Dijon a le statut de métropole. Nancy a le statut de métropole. Mais je dirais que ce que vivent ces métropoles, en termes d'inconvénients ou d'avantages, je veux dire, sont les mêmes que peut vivre la ville de Reims en tant que communauté urbaine. Et n'ont rien à voir avec ce que l'on peut vivre dans les métropoles Paris, l'Eurométropole de Lille, Lyon, Marseille, Bordeaux. C'est totalement différent. La seule question qui va distinguer une communauté urbaine d'une métropole en termes de statut administratif, ce sont les compétences. Et pourquoi beaucoup d'élus se sont battus à une époque, en 2015 et bien avant, pour avoir le statut de métropole, c'était surtout pour peser un point de vue économique. Parce que la compétence économique, donc on parle là de développement du territoire, c'est la compétence des régions. Et que l'intérêt des métropoles, du statut métropolitain, même si on l'a en communauté urbaine d'une certaine manière, on participe autour de table, on va dire, les métropoles ont cette compétence économique. Patrice Vergrit, sur la dimension démocratique, sur la manière d'embarquer la société dans cette aventure-là et la société dans sa diversité, parce qu'on a bien compris que certains sont embarqués, mais ce qui a beaucoup été dit ces 2 jours, c'est au fond tous les citoyens. En fait, j'ai le sentiment sur la dimension démocratique que tout est à construire. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement au niveau de la mise en place d'une campagne électorale et d'une élection. Il faut revenir à la base de la démocratie locale. La base, c'est quoi ? C'est créer du lien social. C'est-à-dire qu'il faut qu'avant une élection, on ait le sentiment de partager un destin commun. Et ça, aujourd'hui, c'est pas acquis. C'est pas acquis. Si vous regardez ce que peut représenter l'ex-Nord-Pas-de-Calais, c'est ça en fait le vrai système métropolitain. C'est d'ailleurs pour ça que la région des Hauts-de-France pose un vrai problème pour nous, parce qu'elle emboîte des aires métropolitaines très différentes, alors qu'avant il y avait quelque chose d'assez structurant finalement. Aujourd'hui, il y a une identité commune. Moi je suis supporter du LOSC ou de Lens, etc. Voilà, il y a quelque chose, il y a des fondements, mais on n'a pas construit quelque chose encore ensemble. On n'a pas construit des fêtes. C'est tout simple. Alors, il y a le carnaval, mais il est de Dunkerque, il n'est pas métropolitain. On n'a pas construit des échanges de jeunes. On n'a pas fait ce qu'on fait tout le temps quand on veut créer du lien social. On sait faire ça, les élus. On a plein de techniques pour faire du lien social et pour essayer de réunir les gens, leur donner le sentiment, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, qu'ils partagent quelque chose. Là, on n'a même pas commencé. Après, une fois qu'on a construit le lien social, il y a toute la dimension d'éducation populaire. C'est-à-dire qu'après, il faut donner la compréhension. Là, on dit entre nous, là, on est plutôt des experts depuis 2 jours du système métropolitain. Allez dire à un Dunkerquois ou une Dunkerquoise ou un Rémois système métropolitain, ça ne veut rien dire, système métropolitain. Donc il faut construire par de l'éducation populaire, par des réseaux d'éducation populaire, il faut essayer de construire la compréhension. Pourquoi il y a des complémentarités et pourquoi c'est indispensable de travailler ensemble. C'est pas fait. On n'a pas formé le lien social, donc il ne risque pas de faire l'éducation populaire. Et puis quand on aura fait ça,
Là, ce sera mûr, effectivement, pour imaginer un système démocratique qui s'appuiera sur des élections, une campagne électorale, des élections et donc des représentants. Mais j'ai envie de dire, on n'a même pas enclenché la marche 1, donc on n'est pas à la marche 3. Hein, voilà. Et après, il y a l'engagement citoyen, c'est-à-dire comment on réussira à impliquer les citoyens dans la mise en œuvre du service public. Ça, c'est l'étape 4, et là, on aura tout gagné. Mais j'ai l'impression qu'on n'a même pas mis en route l'étape 1. Donc sur la dimension démocratique, je pense qu'il faut revenir à la base, c'est ça. Je veux juste réagir sur ce qui a été dit. Je vous ai parlé tout à l'heure de sentiment d'injustice. Je ne sais pas ce qu'étaient les Gilets jaunes non plus. Personne ne le sait. Je pense que c'est beaucoup plus complexe qu'effectivement tout ce qui en est dit. Par contre, je sais ce que c'est que le grand débat. Et il y a une analyse qui sort du grand débat. Et je suis désolé, mais du grand débat sort essentiellement un sentiment d'injustice. Moi, chez moi, j'ai écouté les gens qui s'exprimaient dans le grand débat. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce sentiment d'injustice. Et il est très important, ce sentiment d'injustice. Je pense qu'il ne faut surtout pas le prendre à la légère. Si je me suis permis de l'exprimer tout à l'heure, c'est parce qu'il me permet une réalité essentielle aujourd'hui, politique, fondamentale. On le verra d'ailleurs dans 2 ans, au moment des élections présidentielles, comment ça va être quelque chose de fort. Je pense que ce sentiment d'injustice que vivent aujourd'hui les autres, dont ne voulait pas parler Martin tout à l'heure, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère et qui existe et qui a été exprimé fortement, non pas pendant les Gilets jaunes, je reconnais, mais pendant le grand débat. Ça, pour moi, c'est essentiel. Mais je crois que c'est aussi ce qu'on a entendu ces 2 jours, la nécessité de d'écouter et de prendre au sérieux ce que disent les gens et ce qu'ils expriment. Enfin, je crois que ça a été vraiment dit fortement. Ce que vous dites aussi d'important, qui fait écho à ce qu'on a entendu ces 2 jours, c'est l'importance de la fabrication, de la fabrique de la communauté, ce que vous appelez le lien social, c'est-à-dire comment, au fond, il faut préalablement faire en sorte que les gens se reconnaissent, au fond, dans une communauté d'appartenance, voilà, parce que c'est là aussi qu'il peut y avoir intérêt commun, qu'il peut y avoir bien commun, et qu'il peut y avoir aussi capacité à l'exercice d'une solidarité. Donc il me semble qu'effectivement, ça rencontre un enjeu qui a été fortement identifié ces 2 jours. Emmanuel Rouette, sur cette dimension, alors évidemment d'un autre point de vue, parce que vous n'êtes pas en position là d'élu, mais sur cette dimension démocratique, comment au fond les professionnels que vous êtes peuvent accompagner au fond les élus dans cette volonté d'associer, d'embarquer dans l'aventure ou dans les aventures les citoyens. Alors effectivement, je ne m'exprimerai pas sur la dimension politique d'organisation des différentes collectivités, mais en revanche, sur Grenoble, on agit pour comprendre, pour reprendre la formule de Jean-Marc Hoffner d'hier, et en matière notamment de démocratie participative. C'est-à-dire que c'est un des grands chantiers du précédent mandat et qu'on poursuit sur ce mandat, parce qu'en fait, on peut aussi faire la preuve par l'action de ce qui marche. Il y a un budget participatif qui a été mis en place, donc avec 800 000 € par an qui sont dédiés à des projets qui sont portés uniquement par les citoyens, des collectifs de citoyens, et sur lesquels les priorités sont définies par un vote dans lequel l'ensemble de la population grenobloise, de nationalité française ou étrangère, peut participer au vote. Et on a pas loin de 6 500 personnes qui votent sur le budget participatif. Donc ce qui, en termes de réussite et d'adhésion en fait, aux propositions qui émergent des différents citoyens est une vraie réussite. Donc, et ça donne des solutions, des choses qui sont innovantes, qui ne sont pas produites normalement par le système, quoi, en fait. Et on est secoué par l'apport des citoyens dans le dispositif. Donc ça, c'est un moyen de redonner du pouvoir et de l'intérêt de l'adhésion aux habitants pour la réalisation de projets sur la cité. On a construit aussi des ateliers de projets dans lesquels des citoyens volontaires et d'autres tirés au sort participaient à la réflexion sur des projets. On lance des conventions citoyennes. Par exemple, pour la gestion de la crise Covid, au mois de septembre, on a mis en place un comité de liaison citoyen dans lequel des habitants tirés au sort donnent des avis sur les mesures qui sont prises par la ville. On va mettre en place une convention citoyenne climat à l'échelle métropolitaine qui va nous accompagner à la fois dans la réalisation des projets de la ville et de la métropole, mais aussi dans la préparation de l'année capitale verte. C'est-à-dire qu'on va avoir une année capitale verte qui va
va être organisée autour d'un ensemble d'actions qui seront portées par les différents partenaires qu'on va fédérer autour du projet, mais aussi avec un double regard. D'un côté, un comité scientifique qui est présidé par Magali Talandier, donc qui est intervenu hier et qui nous a fait l'honneur de prendre la présidence de ce comité scientifique, qui fait le lien avec l'ensemble des chercheurs. Et de l'autre côté, une convention citoyenne sur les questions de climat, et qui vont être, d'une certaine manière, deux aiguillons externes qui ne sont pas dans le système démocratique. C'est-à-dire qu'on a la communauté scientifique, on a les citoyens, et qui participent à enrichir et à alimenter. Ce sont des aiguillons, de la même manière que le GIEC, les mouvements citoyens sur le climat, les marches des jeunes pour le climat sont des aiguillons. La Convention citoyenne sur le climat qui a aussi amener des idées qui ne sortent pas naturellement par les systèmes des ministères. De cette manière, on met en place aussi les aiguillons extérieurs qui nous permettront en fait à la fois d'associer les citoyens, mais de nous permettre, au niveau de l'organisation des collectivités et des différents acteurs, d'aller plus loin. Ça rejoint un élément qu'a apporté hier Cynthia Fleury dans son intervention, c'est la nécessité dans les villes demain, dans les agglomérations urbaines, de prendre en compte ce qu'elle indiquait, c'est-à-dire la nécessité de tenir compte des différentes manières d'habiter en fait la métropole. Elle a beaucoup insisté, c'est-à-dire cette question de la différenciation, de la diversité. Dans la séquence précédente, on a beaucoup parlé de complexité. Là, on voit bien que quand on est sur la société métropolitaine, il y a aussi la nécessité de prendre en compte cette extrême diversité. Alors, Alain Bourdin a écrit sur la société des individus et on voit bien là que dans la capacité à prendre en compte cette diversité, il était dit aussi qu'au fond, on ne sait pas grand-chose de cette société métropolitaine ou des sociétés. Est-ce que là, par rapport à la question que j'ai posée tout à l'heure à des chercheurs, quels sont, de votre point de vue, les enjeux de la recherche, du point de vue là des acteurs que vous êtes, qu'est-ce que vous attendez au fond des chercheurs dans un programme de ce type? Que peuvent apporter des chercheurs? Je m'adresse d'abord à vous, Hugo Bévort, parce que vous avez aussi une expertise, une capacité d'observation. Vous avez supervisé toute une série de travaux sur font l'invitation d'Alain Bourdin tout à l'heure à regarder, non pas forcément les territoires cette fois, mais davantage la société. Vous parliez de balancier tout à l'heure à propos de l'État. Est-ce que du point de vue de la recherche, là, on n'est pas trop sur la question territoriale, on ne s'est pas trop déporté sur la question territoriale, au détriment peut-être de la question sociale? Au croisement des deux, il y a une question qui me paraît sous-investie, qui est celle de, pour être simple, c'est celle du pouvoir. Voilà. Je reviens juste une seconde à la situation de Paris. On est le dernier arrivé dans les métropoles. D'accord ? Paris a été délibérément, par les gouvernements successifs, mis à l'écart des logiques de rapprochement. On ignorait tout de l'intercommunalité jusqu'en 2016. Donc on fait un apprentissage que vous avez fait de votre côté il y a bien des années, du travail en commun. Bon. De ce point de vue, toutes les questions de leadership de la ville-centre, tout ça se pose aujourd'hui. Et la question de la façon dont on construit de la politique publique en associant les citoyens se pose de manière, pas comme un néophyte, parce que Paris, sur un certain nombre de sujets, budget participatif, conférences citoyennes, concertation, il y a beaucoup qui a été fait, mais à l'échelle de Paris. Donc maintenant, ce changement d'échelle, on le défriche avec retard par rapport à d'autres collectivités. Et de ce point de vue, moi je trouve que ce qui est très frappant, pour une ville qui, vous le savez, a fait le choix d'une métropole à gouvernance partagée, parce que la couleur politique de la ville de Paris n'est pas la même que celle du président de métropole, mais tout le monde on est sur un exécutif qui fait la place à tout le monde. La question du pouvoir, comment on peut lancer des politiques publiques en s'appuyant sur des catégories de la population qui ne votent pas, est une question centrale. Et moi, j'ai le sentiment que le besoin qu'on a vis-à-vis des chercheurs, c'est sur ces nouvelles catégories de population, sur ces nouveaux modes de vie, sur cette condition métropolitaine au sens humain du terme, c'est précisément d'arriver à trouver les conditions dans lesquelles on peut les mettre à bord et on peut intéresser la décision publique à des décisions qui les concernent. Cette question de l'intérêt, elle est majeure. Peut-être parce qu'on est les derniers arrivés, encore une fois, peut-être parce que
parce que c'est moins naturel dans le Grand Paris de construire du commun, mais c'est un vrai sujet quand on bâtit une politique autour du périphérique. Qui doit-on concerter? Enfin, évidemment, Paris est leader dans une démarche de partenariat pour faire en sorte que ça ne concerne pas seulement les Parisiens, mais construire des dispositifs publics qui permettent de tenir compte de la réalité des usages en voie de transformation et d'en faire une logique de pouvoir. Je pense que c'est une question sur laquelle un éclairage pourrait être utile. Merci. Alors, il nous reste 5-6 minutes, très peu de temps. Je vais poser successivement à Arnaud Robinet, à Emmanuel Roued, et puis je terminerai par vous, Patrice Vergrit. Qu'est-ce que vous attendez des chercheurs? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a effectivement une question particulière sur laquelle vous attendez un éclairage, une intelligibilité? Voilà. Et par rapport à ce que je disais d'un centrage peut-être trop sur la question territoriale, et cette question sociétale, elle est ramenée aussi par vous d'ailleurs dans vos propos. Qu'est-ce que vous attendez des chercheurs, si vous attendez quelque chose? Le chercheur que je suis ne veut pas dire que je n'attends rien des chercheurs. Et qu'on a besoin des chercheurs justement pour enrichir la réflexion qui est la nôtre en termes de développement. Moi, il y a une thématique qui m'apporte beaucoup, c'est le fait que depuis des années, depuis 40 ans, même plus de 40 ans, depuis les années 50, on va dire depuis l'après-guerre, entre guillemets, d'une certaine manière, le synonyme de développement d'une ville, c'était la grande ville. Il fallait urbaniser à tout prix. C'était les grands ensembles immobiliers en termes de logement, les grandes infrastructures. À l'époque, on avait ici, nous, à Reims, le plan Rotival dans les années 50-60, où Reims devait avoir 300 000 habitants et une ville nouvelle de 600 000 habitants. Et donc des infrastructures qui ont été créées à l'époque, qui aujourd'hui sont totalement démesurées par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on le voit, il y a un changement total, mais qui a commencé il y a quelques années, en termes de vision, de développement de ces villes-centres. Je ne parle pas de métropole, mais de villes-centres. Et là, j'attends des chercheurs, c'est qu'ils puissent nous amener, nous enrichir sur la réflexion notamment de l'urbanisme et de l'aménagement. On parle de l'aménagement des territoires, mais il y a l'aménagement urbain aujourd'hui qui n'est plus celui auquel l'on pensait il y a encore peut-être 15-20 ans. Et en prenant en compte aujourd'hui la crise sanitaire, économique et sociale que nous vivons. Parce que nos citoyens, en milieu urbain, n'attendent plus du tout la même chose. On parle beaucoup, par exemple, de Parisiens ou de Franciliens qui souhaitent quitter la capitale pour venir dans les villes de région, comme on dit maintenant. C'est très bien. Mais si on parle de logement, quel type de logement souhaitent ces personnes ? Est-ce qu'aujourd'hui, le télétravail n'a pas des conséquences non plus en termes de logement? Est-ce qu'on fait parvenir au bureau comme on le connaissait avant dans les appartements? Est-ce qu'il faut obligatoirement l'extérieur, le balcon, la loggia, le jardin? Donc tout ça, on a une évolution qui s'est faite aussi assez rapidement avec la crise que nous traversons aujourd'hui, et nous avons besoin d'être accompagnés sur l'ensemble de cette évolution. Sur le côté social, bien évidemment, parce que, et la crise des Gilets jaunes l'a montré, il y a un changement de perception, de sentiment d'injustice, comme cela a été souligné tout à l'heure, et là on a besoin de sociologues, on a besoin bien sûr d'intellectuels, de chercheurs pour nous accompagner dans cette démarche. C'est indispensable. Merci. Emmanuel Roued, je vous pose la même question pour une réponse synthétique. De manière très synthétique, je pense que ce qu'on peut attendre de la recherche, c'est qu'ils continuent à faire ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils soient libres, qu'ils soient autonomes, qu'ils aient une capacité d'interpellation, voire de provocation, parce qu'on a besoin d'être secoué sur nos certitudes. Parce que pour réussir les transitions, on a tout un cadre systémique qu'il va falloir faire bouger, parce que le cadre systémique, qu'il soit législatif, économique, psychologique, il nous emmène droit sur la reproduction du système, le modèle du développement durable, qui n'est plus celui qui nous permettra de réussir les transitions. Donc on a besoin d'être secoués. Donc soyez libres et secouez-nous. Voilà. Donc, on essaiera. Patrice Vergrit, vous aussi, vous voulez être secoué par les chercheurs? J'ai envie de les secouer, moi. On va faire la réciproque. En fait, je partage ce qui a été dit. J'ai envie de rajouter un élément. De réciprocité. Exactement. Voilà. J'ai envie d'en rajouter un élément. Peut-être ce dont on a le plus besoin en tant qu'élu aujourd'hui, c'est peut-être que les chercheurs soient visibles.
On est à l'heure des réseaux sociaux et la démocratie est faite de polémiques. C'est le cœur même de la démocratie. Mais à un moment donné, on a besoin d'un socle de savoir. Parce que si on se met aussi à contester qu'un plus 1 fait 2, à un moment donné, la démocratie, c'est compliqué. Et je trouve qu'aujourd'hui, je le redis, à l'heure des réseaux sociaux, peut-être qu'on manque d'intellectuels dans ce pays, visibles. On manque peut-être des chercheurs visibles qui s'expriment, qui osent s'exprimer dans le débat public et qui constituent quand même un peu quelques références sur lesquelles on a un peu de vision commune. Même si c'est 80-90% de la population, tout à l'heure je parlais d'éducation populaire, on a quand même besoin d'un socle commun de savoir, de quelque chose sur lequel on dit bon, voilà, ça, la démocratie, elle ne se fait pas là-dessus, elle se fait sur d'autres choses, elle se fait à partir de là. Mais voilà, parce que je le ressens très fortement, et la crise sanitaire a amplifié énormément cette diffraction de la société. On en parlait tout à l'heure en aparté. Je pense qu'on a besoin peut-être de chercheurs repères aujourd'hui. Donc, non seulement secouez-nous, mais secouez-vous et exprimez-vous. Eh bien voilà, ce sera probablement le mot de la fin. Simplement, normalement, nous devrions avoir des questions, des interpellations par des députés. Donc, on n'en a pas. Alors, nous n'en avons pas. Donc, ça n'est pas grave. On a été interpellés, on s'est interpellés mutuellement. Donc, moi, je ne vais pas conclure. Je vais simplement reprendre au bon voilà, deux, trois éléments. Moi, j'ai le sentiment qu'on a beaucoup été sur la question territoriale. Et on voit bien quand même que dans les deux séquences de cette table ronde conclusive, sans nier l'importance des questions territoriales, on voit bien qu'il y a une demande forte, au fond, de meilleure intelligibilité des sociétés. Vous l'avez dit, les chercheurs l'ont dit. Je pense qu'aussi, ce que je retiens moi, c'est l'observation qui a été faite tout à l'heure aussi, d'éviter un usage des mots qui anthropomorphisent la métropole, ce qui est une manière de ne jamais mettre la complexité de la société métropolitaine sur la table, la métropole, effectivement. Ce que je retiens aussi, que vous avez aussi un peu dit, en particulier Arnaud Robinet aussi, par rapport à l'observation tout à l'heure d'Alain Bourdin, c'est qu'il y a des impensés dans ce colloque. Alors, il y a l'impensé des cœurs métropolitains, indéniablement. Il y a l'impensé d'une analyse à une échelle territoriale qui travaille sur les relations entre Paris et les grandes villes. Il y a aussi, que moi je retiens fortement, fond d'une certaine manière, vous l'avez posé un peu comme un préalable avant... Voilà. C'est l'engagement, au fond, des acteurs territoriaux dans du dialogue, du projet, etc. Il y a le préalable de la constitution de ce que vous avez appelé la communauté. Et quand même, moi, je l'ai aussi beaucoup entendu ces 2 jours, y compris avec l'idée qu'il faut avoir une vision de ce qu'est la communauté à embarquer, d'où l'importance aussi de remettre ces fameuses marches, ces périphéries, ces espaces aussi abandonnés, mais aussi ces territoires qui se sentent injustement traités ou maltraités, de les remettre effectivement au cœur et au centre du débat. Je crois que je n'irai pas plus loin, évidemment. J'ai bien entendu, et je le garderai comme le mot final, voilà, si les chercheurs ont à secouer les certitudes des acteurs, peut-être que voilà, les chercheurs ont aussi à se secouer, à prendre davantage de risques, à s'exprimer peut-être davantage. Et puis je retiendrai aussi l'observation que vous avez faite, Hugo Bévor, c'est-à-dire si on voit bien, vous l'avez dit, hein, que les territoires expérimentent, que des choses se nouent, que des rapports fonctionnent pas simplement sur la bonne grâce, mais sur la capacité localement d'acteurs à se saisir des enjeux et à se mettre au travail. La question quand même de l'accompagnement par l'État reste posée. Et je voudrais juste terminer sur la capacité de l'État républicain à
entrer au fond dans un rôle d'accompagnement et d'accompagnement prenant en compte aussi la diversité, la différenciation, la singularité. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre contribution à ce débat et qui ouvre des perspectives pour que d'ici 2 ans ou 3, on se retrouve aussi pour mesurer quel chemin nous aurons parcouru les uns avec les autres après nous être beaucoup secoués. Merci à vous. À Dunkerque et sans masque.